Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur l'espace Agora du sommet de l'élevage. Nous sommes donc dans le hall 2, un espace de conférence avec un programme que vous pouvez retrouver sur les chaises. S'il n'y en a plus, venez nous voir à la fin, on en a de côté qu'on pourra vous distribuer. Donc c'est un programme de conférence qui est préparé par la Banque de la Transition énergétique. C'est une filiale de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc sur cet espace, on vous propose d'aborder des sujets thématiques en lien avec la transition énergétique, la transition environnementale pour les agriculteurs. Et pour cela, on fait intervenir un certain nombre d'experts qui vont venir décrypter ces sujets-là, vous apporter des conseils et puis répondre à vos questions. Donc on aura un temps d'échange à l'issue de la présentation. Vous pouvez noter vos questions dans un petit coin de votre tête et puis je passerai avec le micro pour pouvoir les récolter tout à l'heure. Alors pour cette dernière conférence de l'après-midi, nous avons choisi de nous pencher sur l'agrivoltaïsme. Alors l'agrivoltaïsme, c'est quoi? On va en parler largement, mais en quelques mots, c'est une solution qui permet de protéger les exploitations des effets du changement climatique grâce, vous allez le voir, à un système de persiennes solaires. Et donc c'est aussi une solution qui permet de générer de l'énergie. Alors pour en parler, je suis en compagnie d'un expert de l'agrivoltaïsme qui va pouvoir nous expliquer comment ça fonctionne, quelles sont les étapes pour monter ce genre de projet, quels sont les avantages. Il s'agit de Timothée Pierre, directeur adjoint de Sunagri. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Et à mes côtés également Odin Soireau, qui est donc de la BTE et qui est expert ENR à la Banque de la Transition énergétique. Odin, je vais vous laisser la parole pour commencer. Vous allez nous présenter la BTE et ses missions. Alors, je vais présenter rapidement la BTE. Pour ceux qui ont déjà suivi les conférences d'avant, ça va faire un petit peu redite, mais promis, je vais être rapide. Vous allez innover. Promis, je vais être rapide. L'idée, c'est vraiment d'arriver sur le sujet qui nous intéresse, qui est l'agrivoltaïsme. Mais pour donner un petit peu de contexte quand même, la Banque de la Transition énergétique, ça a été créé il y a 4 ans à la région Auvergne-Rhône-Alpes, enfin sur la région Auvergne-Rhône-Alpes par la Banque populaire. Avec 2 objectifs principaux qui étaient de redonner du sens à l'épargne de nos clients et donc notamment de la flécher sur des financements de transition énergétique. On a de plus en plus de clients qui nous demandaient d'ailleurs, en tant que banquier, est-ce qu'on faisait de l'argent qui était placé chez nous et est-ce qu'on s'en servait pour financer la transition énergétique sur notre région. On a lancé la BTE il y a 4 ans pour répondre à cette demande qui était de plus en plus forte. Et de faire de BPORA un acteur de référence sur le financement de la transition énergétique sur notre région. 4 rapports principaux, donc j'en ai parlé un petit peu, mais c'est la partie épargne verte et traçable. Donc aujourd'hui, on propose des livrets d'épargne qui sont dédiés au financement de la transition énergétique sur notre territoire et traçable. Et pour être traçable, derrière, il faut qu'on puisse rendre des comptes. Et donc pour ça, on a un rapport financier qu'on publie tous les mois sur le site de la Banque de la Transition énergétique, sur lequel on va préciser notamment tous les financements qu'on a pu réaliser. Et on a des pages projet par projet aussi, des financements qu'on a réalisés sur le site internet avec un descriptif, des photos. L'idée, c'est de donner du sens et donner corps en fait, aux financements qui ont été réalisés grâce à l'épargne de nos clients. Donc l'épargne, faut l'utiliser, il faut faire des crédits. Pour faire des crédits, faut avoir un peu d'expertise parce que c'est des financements qui sont particuliers sur des domaines qui sont techniques, que le banquier n'avait pas forcément l'habitude de répondre il y a encore quelques années en arrière. Alors sur des très gros financements à plusieurs dizaines de millions d'euros, là c'était pas un problème, toutes les banques étaient équipées pour répondre aux entre guillemets, petit financement à moins de 10 millions d'euros, c'était un peu plus compliqué. Aujourd'hui, on est en capacité de répondre sur ces projets-là et d'apporter de l'expertise et aussi d'apporter de l'accompagnement. Et ça, c'est avec le côté partenarial où l'idée, c'est de pouvoir permettre d'avoir des offres un petit peu clés en main à nos clients et pas seulement répondre à un besoin de financement, mais aussi pouvoir apporter des partenaires qu'on aura qualifiés en amont, qu'on aura audités sur leur santé financière, leur qualification réglementaire, leur retour d'expérience, combien d'unités ou combien de projets photovoltaïques ils ont monté, quelle est leur sinistralité, etc. etc. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer ces partenaires de qualité à nos clients. 3 champs d'action principaux, donc c'est la transition énergétique de manière globale sur laquelle on peut intervenir en tant que financeur, mais aussi apporter le savoir-faire de nos partenaires. Donc les énergies renouvelables d'un côté, on va retrouver le photovoltaïque, la méthanisation, les centrales hydroélectriques. Toute la partie performance énergétique et environnementale, on va retrouver tout le volet rénovation énergétique, que ce soit de l'habitat individuel, collectif,
industriel, renouvellement des process industriels avec des systèmes de récupération de chaleur, par exemple. Et le volet innovation, donc là, c'est toutes les technologies qui ne sont pas encore dites matures. On va retrouver le stockage d'énergie, l'hydrogène ou d'autres activités. Et pour l'intégralité de la typologie de notre clientèle, donc des particuliers, des professionnels, des entreprises, des agriculteurs ou aussi des collectivités locales. Merci Odin. Timothée Pierre, donc je l'ai dit en introduction, vous êtes le directeur adjoint de Sunagri. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise et puis nous expliquer plus précisément que ce que j'ai fait en introduction, en quoi consiste l'agrivoltaïsme? Oui, avec plaisir. Donc tout d'abord, qui est Sunagri? En fait, Sunagri est un des pionniers de l'agrivoltaïsme en France. En fait, depuis les débuts des années 2000, notre PDG a déjà préempté le fait qu'il n'y aurait pas assez de terre disponible pour développer les ENR. Par contre, si on mettait des panneaux au-dessus des cultures, quel était l'impact? Dès le départ, il y a eu des essais qui ont été menés, notamment avec l'INRA, pour voir quel était l'impact du positionnement de structures photovoltaïques au-dessus des cultures. Au début, des panneaux fixes, chute des rendements. Après, on a essayé le tracking solaire, simple. Je suis le soleil d'est en ouest. Là aussi, perte de rendement. Et donc, depuis ces années-là, depuis 2010, les équipes de recherche et développement ont cherché à piloter les persiennes. C'est-à-dire de ne pas faire uniquement du tracking solaire. À des moments, et je vous le montrerai après, on va laisser passer la lumière. L'objectif étant de trouver un modèle qui soit une synergie entre, d'un côté, la production agricole et de l'autre côté, la production d'énergie. Je le redis, des panneaux fixes au-dessus de culture, on perdra du rendement, sauf cas particulier, de la même façon avec un tracking solaire simple. Il faut piloter les structures si on veut espérer avoir un rendement équivalent à la zone témoin, voire des fois supérieur dans le cas d'aléas climatiques forts. Canicule, gel par exemple. Donc ça nous a permis d'obtenir différents prix. Et aujourd'hui, il y a 33 projets qui ont été construits par l'équipe Sunagri, à la fois en viticulture, en arboriculture, sur maraîchage. Et là, aujourd'hui, on lance à la fois des structures maintenant en grande culture et aussi en élevage. Maintenant, si je reprends un peu de hauteur, l'agrivoltaïsme, vous le savez, au mois de mars 2023, une loi a été promulguée. Et l'agrivoltaïsme, c'est quoi? C'est d'abord donner la priorité à la production agricole. Et en ça, apporter des services pour les agriculteurs, soit protéger contre les aléas climatiques, soit aider à protéger le rendement. Mais c'est d'abord une vocation agricole. Un projet qui n'a pas de vocation agricole n'est pas un projet agrivoltaïque. La production d'électricité, c'est l'objectif secondaire. Dans tous les projets agrivoltaïques, l'objectif numéro 1, c'est la production agricole. De la même façon, et au final, l'objectif est que le revenu numéro 1 dans l'exploitation, ça soit toujours le revenu agricole. L'objectif est qu'il n'y ait pas des agriculteurs qui deviennent simplement des projets alibi, comme ça a été le cas au tout démarrage, parce qu'on ne maîtrisait pas l'agrivoltaïsme, qui deviennent uniquement des supports pour de la production d'énergie et que l'agriculture n'existe plus. Et cette loi, elle permet de protéger ça. Que la production agricole reste le premier objectif des projets agrivoltaïques. Alors, je vous ai dit, on pilote. Alors, tout le monde dit qu'il pilote. Tout le monde. Sauf qu'il y a quand même des différences. Tout le monde vous dira qu'on suit le soleil d'est en ouest et que ça crée de l'ombre et que cette ombre permet de diminuer le stress hydrique, c'est vrai. De diminuer la température, c'est vrai. Sauf qu'à un certain stade des plantes, la plante a besoin de lumière. Que ce soit des plantes pérennes, que ce soit des fourragères, que ce soit des céréales. Exemple à la floraison. Exemple pour des plantes pérennes en fin de cycle pour faire des réserves. C'est ça qu'on apprend. Et c'est ça que les équipes R&D, notamment de Sunagri, ont repéré. Et c'est comme ça qu'on pilote. C'est qu'à des moments, on va casser le tracking solaire pour laisser passer la lumière. Ou alors, à certains moments clés, on va positionner les panneaux pour protéger contre certains aléas climatiques. Exemple, si jamais il y a de la pluie et que j'ai des cerisiers, mais que je n'ai pas des bâches anti-pluie, je vais positionner les panneaux pour faire le maximum de protection contre la pluie. Ça va permettre que les cerises ne s'éclatent pas.
Si jamais la nuit, il y a un gel, on va positionner les panneaux à l'horizontale, de telle manière qu'on garde la chaleur qui remonte du sol, qu'on la garde le plus longtemps possible autour des plantes, ce qui nous permet d'avoir une température en moyenne supérieure à 2 degrés par rapport aux témoins. Durant la journée, là, il y a 2 types de pilotage. Si la plante a besoin de lumière, et elle en a besoin, là, on va s'effacer complètement pour laisser passer complètement la lumière. C'est primordial à l'époque de la floraison. C'est primordial pour la pollinisation. Si on ne fait pas ça, on réduit la floraison, on réduit le nombre de graines ou le nombre de fruits. Et après, si jamais, en fonction des capteurs qu'on a sous la structure, on s'aperçoit que la température est trop élevée, que le stress hydrique est trop élevé, c'est là où on va piloter les panneaux pour faire le maximum d'ombre, soit sur la plante, soit sur l'interrant, parce que c'est plus intéressant de le faire sur l'interrant. Et en fonction des énergéticiens qui sont présents, certains donnent accès à l'agriculteur à un certain nombre d'heures de pilotage. Par exemple, si jamais c'est un arboriculteur, on lui laisse X heures par année pour avoir accès au pilotage et il va faire l'ombre sur les interrants au moment où son équipe va cueillir. Ça amène du confort à ses ouvriers. Ça ne change pas le cycle de la plante, ça ne change pas la vie de l'énergéticien en termes de production d'électricité, ça change la vie des producteurs. C'est en ça qu'on pilote la structure, à la fois pour la plante, à la fois pour l'agriculteur, mais d'abord pour la plante. Et ça, ce n'est pas du tracking solaire à 100%. C'est ça le pilotage. Et pour ça, il faut faire des études de R&D, il y a de l'expérimentation qu'on effectue sur toutes les espèces, et une espèce se pilote différemment d'une autre. Et à l'heure actuelle, même Sonagri, on a des très bons résultats sur certaines espèces et d'autres, on doit encore travailler dessus. Parce qu'on n'est pas encore prêt. Ça, on l'accepte et c'est pour ça qu'on travaille sur différents sites d'expérimentation. Ça demande des années pour être prêt sur des espèces. Et il y a certaines espèces où on dit on n'y va pas. On n'y va pas parce qu'elles sont sensibles à l'ombrage et quel que soit le pilotage qu'on a fait, ça n'a pas fonctionné. Et on perdait plus de rendement que le décret. Charge à certains de dire ils prennent le risque d'après le décret d'être démantelés ou de perdre leur tarif de la creux. Ils peuvent prendre ce risque-là. En tout cas, dans notre version, ce n'est pas ce qu'on fait. Quelques résultats, là je vous montre un résultat en vigne, parce que quand on pilote, on peut obtenir des résultats positifs. En vert clair, c'est le témoin. En vert foncé, c'est avec un pilotage adapté à la culture. Et la dernière colonne un peu plus verte, c'est avec du tracking solaire. Là, en fonction du cépage, dans tous les cas, avec le pilotage, on a réussi à avoir, c'est en 2023, sur le site de Tresserre dans le 66, 3 cépages de blanc, on a réussi à avoir un rendement supérieur au témoin. On était dans des conditions stressantes, de canicule. Là, le pilotage amène son effet. Le tracking solaire sur les mêmes espèces, au même moment, on a un rendement qui est moins bien que le témoin. Il faut piloter, agronomiquement. Là, je vous montre aussi un essai qui est qui vient d'être récolté sur le site de Montpellier, en maïs. On se met sur ce site-là pour avoir le maximum de stress hydrique. On ne va pas produire du maïs autour de Montpellier, ce n'est pas l'objectif de l'agrivoltaïsme, mais par contre, pour tester, c'est utile. Vous avez à gauche le témoin. Alors, mon collaborateur sert d'étalon pour la hauteur. Vous voyez, à gauche, c'est le témoin. Au milieu, c'est du tracking solaire. Et vous voyez que la plante est légèrement inférieure à la taille de mon collaborateur. Et à droite, c'est avec le pilotage. Dès le départ, déjà, on a une différence de taille de plante. Et après, si on regarde plus en détail, il y a aussi un léger décalage de floraison. On amène une différence si jamais on pilote, c'est obligatoire. Et aujourd'hui, Sonagri, on ne fera aucun projet où il n'y a que du tracking solaire. On fera toujours avec du pilotage agronomique. Au global, ça permet quoi ? Principalement de protéger contre 2 risques. Le risque de canicule, puisqu'on a une température sous les panneaux qui est inférieure à 5 degrés par rapport aux témoins. En hiver, en printemps, en période de gel, ça permet d'avoir une température à l'inverse qui va être 1,7 degré en moyenne supérieure aux témoins. L'autre effet de l'ombrage, mais là, tout le monde on arrive à l'obtenir, c'est moins d'irrigation ou moins de stress hydrique pour les plantes, puisqu'en moyenne, on a 30% d'irrigation en moins. Il y a des espèces ou des années, ça va être moins 10%, et on peut aller jusqu'à moins 67%. C'est ce qu'on a observé cette année sur certaines vignes. On a irrigué de façon nettement inférieure par rapport aux témoins. On va protéger contre les brûlures sur les feuilles ou sur les fruits, et sur les fruits, ça peut être utile en serra à la paille.
Et après, ça peut jouer sur la qualité, en particulier sur la vigne. Pourquoi? Parce que moins de chaleur égale moins de sucre, égale moins d'alcool. Et ça permet d'obtenir des vins blancs, en particulier, avec plus d'acidité et moins d'alcool. Vous n'aurez peut-être pas noté, mais les AOC, tous les X années, changent leur cahier des charges en augmentant chaque année de 0,5 degrés leur cahier des charges, parce qu'ils n'arrivent pas à tenir le degré d'alcool. Ça, c'est un outil pour aider les viticulteurs à sauvegarder la qualité. On est aussi présent en élevage et on a la même philosophie. Vous retrouvez ce type de structure partout. Vous me dites, c'est quoi la différence? La différence, c'est le pilotage. C'est-à-dire là aussi, on va piloter pour obtenir le meilleur rendement fourrager. De la même façon. Sinon, vous ne verrez pas la différence. Hein. C'est la même chose. Donc l'objectif, c'est de piloter à la fois pour la culture végétale, bien sûr aussi, comme les autres structures que vous pouvez retrouver, pour le bien-être animal, et donc là, de permettre aux animaux de pouvoir passer dessous et de bénéficier de l'ombrage, et donc des périodes aussi très chaudes qui amènent du confort pour l'animal. À chaque fois, bien sûr, l'ensemble du projet ou de l'architecture de projet est réfléchi avec l'agriculteur. À noter aussi que dans tous les projets qu'on mène, l'agriculteur a accès aux données météorologiques qui sont nécessaires au pilotage. Il a accès aux données des capteurs. La température au-dessus du panneau, c'est-à-dire sous les panneaux et dans les plantes. Voilà, on ne va pas le faire sur l'herbe, hein. Mais si jamais on est en vigne, en arbo, quelle est la température dans les plantes? Et idem pour l'humidité, et également accès à la météo, et avec un comparatif avec la zone témoin. Ces éléments-là, il peut s'en servir bien sûr pour piloter son travail sur cette parcelle-là, mais ça lui donne aussi des indications sur le reste de son exploitation. Donc c'est pour ça qu'il a accès à ces données sur un pas de temps de 10 minutes tous les jours. Donc il peut voir le comparatif tous les jours. C'est un outil additionnel. Alors il y a toujours la question, c'est comment se partage la valeur, ou comment on la partage entre d'un côté les investisseurs qui produisent l'électricité et puis l'agriculteur qui est sur le terrain. Donc toujours le premier objectif, la première valeur qu'on partage, c'est la préservation du rendement ou le gain de rendement quand on va se retrouver face à des aléas climatiques. Donc en protégeant le rendement et en protégeant le cheptel. Le deuxième, c'est un complément de rémunération. Ce complément de rémunération, il peut avoir lieu soit en termes de redevance, ce qu'on appelle loyer, soit en termes de soult ou d'aide à l'investissement. Pourquoi? Parce qu'on peut permettre aussi à l'agriculteur, ou aux bailleurs, d'investir, de co-investir dans la structure. Donc plutôt que de lui donner un loyer qu'il aura tous les ans, on lui donne une somme qui lui permet d'investir dans la structure, dans la société agrivoltaïque qui va être créée pour son projet, et il sera rémunéré par le dividende. À quote-part, bien sûr, du nombre de parts qu'il aura obtenu. Et puis après, comme vous voyez en bas, l'objectif, il est toujours d'essayer de répartir entre la société agrivoltaïque ou la société photovoltaïque qui va être créée pour ce projet-là et le territoire, la valeur. Le territoire, c'est l'exploitant, c'est le bailleur. Ça peut être le partenaire local aussi. Des fois, il y a des coopératives agricoles qui veulent aussi co-investir. Ou ça peut être, par exemple, l'AREC en Occitanie, qui est un fonds d'investissement régional qui dépend de la région, qui veut co-investir. Ça, c'est de la valeur qui est prise par le territoire ou qui est partagée avec le territoire. On essaye de faire un équilibre 50-50 entre ce que la société va dégager comme dividende et ce qu'on redonne au territoire. Et parfois, à travers des chartes, exemple la charte Haute-Garonne, il va y avoir un projet local qui va venir qu'on arrive à cet équilibre entre ce que la société dégage pour elle-même et puis ce qu'on reverse sur le territoire, incluant les taxes, et dont une qui est très importante dans nos business plans, c'est la taxe IFER. On l'inclut aussi dans le partage de la valeur. Le schéma juridique, comment ça se passe? Dans le schéma Sonagri, il y a 3 acteurs. Il y a l'agriculteur, son rôle, c'est de rester agriculteur. Et nous, de l'aider à rester agriculteur. Le deuxième, c'est l'investisseur, on va l'appeler producteur photovoltaïque. Lui, son objectif, c'est d'investir dans la structure et d'être rémunéré sur la vente de l'électricité. Sonagri, c'est de piloter le projet et ensuite de piloter les persiennes. Sonagri, on n'investit pas dans les projets, on est payé par des services qui sont payés par le producteur qui va investir dans la structure. Alors comment ça se passe? J'ai essayé d'être le plus simple possible. Au démarrage du projet, on va signer un protocole cadre entre Sonagri, l'agriculteur et le bailleur pour décrire comment ça va se passer.
quelle est la taille du projet, on décrit le projet. Et puis avec une promesse de bail emphytéotique, je vais revenir sur le bail emphytéotique, promesse de bail entre la société photovoltaïque, celle qui va investir, le bailleur et aussi l'exploitant là, qui est à rajouter. Un bail emphytéotique, c'est quoi? Alors c'est un choix de Sonagri, ce n'est pas une obligation. D'autres sociétés choisissent un autre mode. En fait, on va louer la partie supérieure au-dessus du terrain. C'est-à-dire le bail sol ou sous-sol reste toujours le même et on ne change pas le bail rural. On va louer l'espace. Alors en fonction de la structure, soit c'est à partir de 1,20 m du sol si jamais on est sur une structure d'élevage pour ovins, jusqu'à 2 mètres ou 2,50 m si on est pour du bovin, et on va louer l'espace, l'air, ou en fait l'espace qui donne accès à la lumière au-dessus du sol. C'est ça qu'on loue dans le bail emphytéotique. Donc l'agriculteur, il aura toujours son bail rural et en plus un bail emphytéotique. Donc au démarrage du projet, on signe ces deux documents-là. Et puis quand on a obtenu le permis de construire et ou le tarif de la CRE, eh bien là, on va passer à un autre mode maintenant qui est le contrat sur 30 ans, puisqu'aujourd'hui, on travaille sur des beaux 30 ans ou des projets sur 30 ans. Donc une convention agrivoltaïque tripartite qui va décrire le rôle de chacun, l'agriculteur, la société photovoltaïque, Sonagri et le bailleur. Et puis un bail emphytéotique, il y avait une promesse de bail. La promesse de bail devient maintenant un vrai bail, avec toujours la société photovoltaïque, l'exploitant et le bailleur. Je vous ai remis en dessous les phrases qu'on retrouve dans le bail emphytéotique, qui redisent ce que je vous ai dit avant. Donc on loue bien la partie supérieure et ça ne change pas le bail rural. Alors voilà comment ça se passe, ces documents-là dans le temps. Un projet entre le moment où une équipe commerciale va voir un agriculteur et construit le projet et le moment où il est mis en service, on va dire aujourd'hui, le temps moyen, c'est 3,5 ans. Quand c'est très rapide, c'est 3 ans. Et aujourd'hui, on est plutôt sur 4 ans de projet. Et vous voyez, le moment où on signe les documents, donc le protocole cadre et la première promesse de bail, elle est faite, on va dire en moyenne 3 mois après qu'on ait vu l'agriculteur. Et ensuite, la convention agrivoltaïque tripartite et le bail sont obtenus après l'obtention du permis de construire. Et donc, on est là 2 ans après. Voilà comment s'échelonne le timing. Et la mise en service, elle a lieu, on va dire, entre 6 mois et 1 an après, en fonction de la période à laquelle on obtient tous les documents. Puisqu'après, on va construire pour qu'après, ça puisse correspondre à des périodes ou de plantation, si jamais on plante de plantes pérennes, ou de semis, quand on parle de grandes cultures. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une taille minimum de surface ou de parcelle pour installer les systèmes? Il y a une taille minimum, oui, pour obtenir une certaine rentabilité. Voilà. Donc, si je parle de culture pérenne, alors ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre des cultures et ça va dépendre de la situation géographique dans laquelle on est. Je vais prendre après, chacune des sociétés peut avoir des objectifs financiers différents. Je vais prendre l'exemple de Sonagri, qui n'est pas forcément celui d'autres sociétés. On prend Sonagri, si je parle des plantes pérennes, dans l'axe méditerranéen, ça va être en moyenne 4 hectares, 4 hectares minimum. Si je parle vigne, arboriculture, maraîchage, sur l'axe méditerranéen, et si je remonte jusqu'à Bordeaux-Lyon, je vais être plutôt à 7 hectares. Maintenant, si je parle grande culture ou élevage, je vais plutôt être sur l'axe méditerranéen autour des 10 hectares. Et si je remonte au-dessus de Bordeaux-Lyon, je vais être entre 15 et 20 hectares. Donc plus je remonte vers le nord, plus pour un même projet, il va falloir que j'ai une surface supérieure. Pourquoi? Parce que j'ai une luminosité ou une irradiation inférieure. Et pour avoir un certain niveau de rentabilité, je suis obligé d'avoir une surface supérieure. On va appeler ça une économie d'échelle. Quelle est la différence? Et en même temps, garder quand même une taille qui soit raisonnable dans l'implantation paysagère. On essaye toujours de trouver un équilibre entre une réalité agricole et également une implantation paysagère. Quelle est la différence entre agrivoltaïsme et photovoltaïque au sol? Le photovoltaïque au sol, il n'y a qu'une priorité, c'est de produire de l'énergie. On ne tient pas compte de ce qu'il y a en dessous. C'est pour ça que c'est à 80 cm du sol ou 1 mètre du sol. Il peut y avoir occasionnellement une culture fourragère à côté, mais ce n'est pas la priorité.
en agrivoltaïsme, la priorité, c'est la production agricole. C'est la synergie entre la production d'électricité et la production agricole, et la priorité est la production agricole. C'est pour ça qu'on a des structures qui sont surélevées, qu'elles sont plus espacées, elles sont moins rentables pour le producteur d'énergie, puisqu'on a moins de surface de panneaux. Donc on a fait ce choix de trouver un meilleur équilibre et de partage de la valeur. Alors, elle n'est pas perçue, parce que on n'explique pas ça, mais dès le départ, quand on part sur un projet agrivoltaïque, on a déjà décidé pour un énergéticien d'être moins rentable que du photovoltaïsme classique. Mais c'est un autre métier finalement. C'est un autre métier, surtout quand on va jusqu'au bout du pilotage et qu'on amène de l'agronomie. Alors, il y a eu un décret là, le 8 avril 2024 qui vient apporter un cadre réglementaire un petit peu différent pour le développement de l'agrivoltaïsme. Pourquoi est-ce que ce décret est sorti et quels sont les changements ? En fait, il y a une loi. La loi, elle a donné des grands paradigmes ou des grands principes, et le décret, ça permet de le mettre en application. Par exemple, quand on dit, je vais prendre cet exemple-là qui va donner l'éclairage le plus précis, on dit, voilà, il faut que ça soit la priorité donnée à l'agriculture. OK. Et donc, on va plus loin. Si on compare la parcelle agrivoltaïque à une zone témoin, et une zone témoin qui est dans la majorité des cas qui va être obligatoire et qui doit représenter 5% de la surface agrivoltaïque, le rendement sur la parcelle agrivoltaïque doit à maxima être à 90% de la parcelle témoin. C'est-à-dire qu'on ne doit pas perdre plus de 10% par rapport à la parcelle témoin. Et ça, ne pas perdre 10% par rapport à la parcelle témoin, c'est important parce que déjà, quand on met en place notre structure, déjà, il y a une partie de rendement qu'on perd puisque au niveau du pied des panneaux, même si on essaye tous de le réduire au maximum en étant intelligent, en ayant le minimum d'impact de nos structures sur le sol en termes de prise au sol, néanmoins, on va perdre déjà, à cause du matériel qui va passer à côté, on va perdre 5-7% de rendement. Ce qui fait que si on ne pilote pas, après, la marge de manœuvre qui nous reste, c'est entre 5 et 4%. Donc, il faut piloter nos structures pour ne pas perdre plus que 10% du rendement par rapport aux témoins. Et après, si on veut encore piloter plus loin, c'est quand il y a certains aléas climatiques, bien positionner nos panneaux pour aller plus loin et au contraire faire gagner du rendement à l'agriculteur en cas d'aléas climatiques. C'est ce qu'on a réussi à faire en vigne. Merci beaucoup Timothée Pierre pour ces éclairages sur cette thématique de l'agrivoltaïsme. On va pouvoir prendre les questions de notre public qui est venu nombreux pour cette conférence et il y a une première main qui se lève. Oui, bonjour, Thierry Roche, Chambre d'agriculture Puy-de-Dôme. J'aurais une question, c'est sur quelles espèces vous vous êtes interdit de faire des études ? C'est pas qu'on s'est interdit de faire des études, on s'est interdit de mettre en place nos structures. Exemple, l'amandier, okay. Le pistachier, les fraises, par exemple, et il y en a une dizaine d'autres, c'est-à-dire que l'olive de bouche, l'olive pour également faire de l'huile d'olive, avec des arbres qui sont à 3,50 m, parce qu'on s'est aperçu en fait que l'ombrage qu'on apportait faisait baisser trop le rendement et qu'on ne serait pas en ligne avec le décret. Vous allez aller donc sur le maïs ? Pas avec ce type de truc-là, mais avec une structure grande culture, on va aller sur le maïs, uniquement sur des parcelles non irriguées, avec un écartement plus important, mais on va aller sur le maïs, oui. Merci. Quelqu'un d'autre souhaite poser une question, intervenir ? Oui. Bonjour, je me demandais comment vous valorisez l'électricité du coup en termes de prix. Est-ce que c'est des projets qui sont compétitifs par exemple sur le marché de l'énergie ou en PPA ? Aujourd'hui, 100% de nos projets, alors je vais parler uniquement pour notre société, je ne me permettrai pas de me positionner par rapport à d'autres, mais aujourd'hui 100% des projets, enfin 99% des projets sur lesquels qui sont aujourd'hui construits ont participé, ont été lauréats aux appels d'offres de la CRE. Sur les appels d'offres CRE bâtiments, puisque aujourd'hui, ces structures-là, les structures qui ont été mises en place en vigne et en arboriculture et maraîchage, correspondent au cahier des charges du bâtiment, type ombrière de parking. Sinon, et donc, l'objectif, c'est assez simple, c'est d'amener un financement sur les 20 ans
et que le retour sur investissement maximum soit fait sur les 20 ans, c'est-à-dire la période sur laquelle on obtient le tarif au creux. Si on peut faire plus rapide, on fait plus rapide. Bonjour. Est-ce que vous avez une distance maximale par rapport au poste source? En fait, ça va dépendre de chaque projet. Ça va dépendre de la taille, mais aujourd'hui, j'allais dire qu'au-delà de 15 km, ça devient très compliqué à cause de la taille des projets. C'est-à-dire que, en fonction de la culture, on ne veut pas des grands projets. Alors, je parle pour notre société. Donc, ça veut dire que le raccordement maximum pour nous, c'est 15 km. Maintenant, si demain, une société décide de partir sur des projets de plus de 100 hectares, là, la distance de raccordement peut être complètement différente, voire même ils vont construire leur propre poste source et donc n'auront pas la même gestion du poste source. Bonjour, petite question. Vous avez beaucoup parlé de pilotage. Est-ce qu'il y a un engagement de la part de Sonagri sur le rendement des cultures sous les infrastructures? J'aimerais bien, mais ce n'est pas possible parce que le rendement, il est la conjonction de plusieurs actions, de l'agriculteur, des variétés qu'il aura choisies éventuellement, et on ne protège pas de tout. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Cette année, les rendements vignes, ils sont tous très bas. Et ce n'est pas à cause de la canicule de cette année. C'est à cause de l'impact de l'année dernière. Et cette année, il y a eu des pluies qui ont provoqué, qui n'ont pas permis de compenser les impacts de l'année d'avant. Donc, on ne maîtrise pas tout. La seule chose sur laquelle on s'engage, c'est que le pilotage qu'on va faire a pour objectif de protéger le rendement. Et donc, on donnera toujours la priorité à la plante. Mais c'est impossible pour nous de pouvoir nous engager sur un résultat. Malheureusement, j'aimerais bien, mais ce n'est pas possible. Quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir? Bonjour. Dans la suite de cette question, qu'est-ce qui se passe si l'objectif de ne pas diminuer de 10% les rendements agricoles n'est pas atteint? Est-ce qu'il y a un arrêt de la centrale, ça aujourd'hui, une amende? C'est pas encore complètement défini, mais on peut envisager des amendes, un retrait du tarif à eau creux ou un démantèlement. Aujourd'hui, c'est pas encore défini, mais ça pourrait être une des trois options. Nous concernant, on a décidé de ne pas prendre ce risque-là. Donc c'est pour ça qu'on pilote et qu'on fera notre maximum pour jamais être dans cette situation-là. Mais il est possible qu'il y ait des années où ça arrive, parce que justement, s'il n'y a pas d'aléas climatiques pour lesquels notre structure amène quelque chose, on aura un rendement inférieur aux témoins potentiellement. Donc après, c'est quand même sur plusieurs années où on arrivera à amener cette gestion-là. Mais aujourd'hui, il n'est pas encore défini quelles seraient les décisions de l'État par rapport à ce décalage par rapport à la zone témoin. Je viens vers vous après, madame. J'avais une question sur la partie plutôt financement bancaire. Pour vous, à quel point vous estimez que l'agrivoltaïsme aujourd'hui c'est plus risqué qu'une centrale au sol classique? Et en dehors d'avoir un tarif creux, qu'est-ce qui peut vous rassurer pour aller financer un projet d'agrivoltaïsme? Alors aujourd'hui, il y a encore des sujets qui ne sont pas forcément effectivement tous traités par la loi et qui laissent des aléas qui peuvent être encore importants à supporter sur des financements longs. Mais aujourd'hui, le sujet notamment, c'est comment dire, la prévision de production sur la partie photovoltaïque. Quelle marge de sécurité on va devoir attendre, parce que du coup, on va pas avoir des panneaux qui vont produire tout le temps, toute l'année. Donc on va prendre des marges de sécurité qui vont être plus importantes que sur une centrale au sol photovoltaïque classique, parce que là, les panneaux ils sont installés, ils vont jamais bouger, le soleil va briller. Enfin, on aura une production qui va être assez linéaire, très prévisible, qu'on aura moins sur la partie agrivoltaïque, ou en tout cas avec des aléas plus importants. Donc mécaniquement, on va demander des marges de sécurité plus importantes. Après, l'autre sujet qu'on va avoir aussi, c'est justement si jamais l'exploitant fait défaut.
l'exploitant agricole du foncier fait défaut. C'est problématique parce que c'est un cas de remise en cause, alors effectivement, soit du tarif de rachat, soit c'est un démantèlement, enfin je crois que c'est pas encore défini ça, mais soit c'est un démantèlement de la centrale, et dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on fait et comment on fait pour couvrir ce risque quand on va financer sur des durées de 20 ans. Et l'autre sujet, justement, c'est si jamais on ne respecte pas le seuil des 90% par rapport à la parcelle témoin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on perd le tarif? Est-ce qu'on perd, est-ce qu'il y a le démantèlement de la centrale? Et donc, c'est les mêmes questions qu'on va se poser. Et là, aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les réponses à ces questions-là, donc c'est pas forcément évident à regarder, ou en tout cas, on va demander des garanties supplémentaires pour se protéger de ces aléas-là sur des durées qui sont longues. Bonjour, merci pour la conférence. Une question concernant le schéma de rémunération de Sonagri. Il ne s'agit pas d'un co-développement, j'ai l'impression, mais comment vous vous financez, qu'est-ce qui vous rémunère pendant la durée de vie du projet? C'est la société photovoltaïque, c'est l'investisseur. C'est-à-dire qu'on facture des services. Voilà. Une prestation de service. Ce sont des prestations de services tout au long de la vie. Tout au long de la vie, c'est-à-dire on va avoir une phase pour le développement, pour la construction, et après pour le pilotage et le suivi agronomique. Voilà. Donc on a des prestations de services qui s'effectuent tout au long du projet, la plupart en euros du projet et certaines en euros du mégawatt. Est-ce qu'on a encore des questions? Oui, toujours Thierry Roche, Chambre d'agriculture. J'ai une question, moi c'est par rapport à la hauteur des panneaux, et vous avez dit mouton 1,20 m. Ça peut être au-dessus. J'ai donné cette valeur-là. C'est pas. Ok. Après, c'est de se dire pourquoi des moutons à 1,20 m. Alors, je sais qu'ils sont plus petits que les vaches. Sauf que la difficulté, le mouton, ça peut être un temps dans une exploitation. Et là, on est sur des projets de 30 ans. Comment vous gérez ça, en fait? En fait, dans ces cas-là, il y a deux types de structures qui peuvent être disponibles. Et ça fait partie des discussions qu'on a avec les agriculteurs. Et j'aime bien la question. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on discute avec les agriculteurs, on dit « mais c'est quoi votre projet sur 30 ans ?» Je vais prendre l'exemple de la structure qu'on peut proposer en élevage. Soit il y a un engagement à rester sur des ovins et après, on va décider de la hauteur avec l'agriculteur. Soit il commence à pâturer et après, il envisage de faire des cultures après derrière. Et donc là, il y a des structures qu'on propose aussi qui sont à 2,50 m de hauteur de panneaux minimum. Donc on propose les différentes solutions. En ce qui concerne les grandes cultures, la structure qu'on propose en grande culture, la hauteur basse du panneau, c'est 2,70 m. Telle manière de laisser la possibilité à l'agriculteur de pouvoir optimiser toutes les rotations, de lui donner le plus de polyvalence possible sur les rotations. Donc ça fait partie des discussions au départ avec l'agriculteur. C'est quoi son projet possible sur 30 ans? Maintenant, après, sur la rotation, c'est hyper compliqué parce que je vais vous prendre un exemple. Quand on travaille sur la grande culture, on ne travaille pas que sur une culture, on travaille sur la rotation, mais on va travailler sur une rotation de 5 ans au démarrage, et puis après, on s'adaptera. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question à nos intervenants? Timothée Pierre de Sonagri, Odin Soireau de la Banque de la Transition Énergétique. Oui, j'avais une question par rapport au bail amphithéotique, où en gros, vous dites que vous prenez à bail uniquement la partie supérieure. Oui. Mais ça veut dire qu'à un moment, au niveau des pieux... On demande l'autorisation de pouvoir... on a une servitude pour pouvoir mettre en place les pieux. Voilà. Et également la possibilité, bien sûr, une servitude aussi pour pouvoir construire. Donc voilà. Donc c'est des servitudes pour nous permettre de pouvoir mettre en place notre installation. On a encore quelques minutes si vous voulez intervenir. Ça peut être aussi apporter un témoignage si vous-même vous avez mis en place de l'agrivoltaïsme ou bien des questions, des réactions. On a fait le tour du sujet? Pas de frustration? Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Il me reste donc à vous remercier
Timothée Merci. Pierre, Odin Soireau, merci d'avoir été présent pour cette conférence sur l'agrivoltaïsme qui vient clôturer cet après-midi. Alors demain, il y aura bien sûr d'autres conférences sur l'espace Agora. Pour ma part, je vous retrouverai à partir de 14h pour une première conférence sur la méthanisation. On parlera ensuite de photovoltaïque et puis on aura aussi un sujet sur l'agroéquipement, la traction électrique, et on terminera avec les projets de bâtiments avec une toiture photovoltaïque en CUMA. Voilà, n'hésitez pas à prendre des programmes ou à venir en chercher auprès de moi s'il n'y en a plus sur les chaises. Merci beaucoup d'être venus si nombreux et bonne fin de journée sur le sommet.